Est-ce que vous investissez via le PEA et quel est votre top 3 des actions éligibles au PEA? Pour ma part, j'y mets déjà clairement ASML et Hermès, c'est sûr. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne, ASML et Hermès sont des entreprises que j'adore et notamment ASML. Et l'entreprise que l'on va analyser aujourd'hui, ASM International, peut peut-être rejoindre ce top 3. Vous allez voir, c'est vraiment une entreprise PEA exceptionnelle à ne pas confondre donc avec ASML. Elles sont très proches et peuvent sembler très similaires aux premiers abords, mais vous allez voir qu'elles ne font pas du tout la même chose. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je pourrais potentiellement ouvrir une nouvelle position sur cette entreprise. Donc de quoi parle-t-on exactement? On parle d'ASM International NV, donc une société cotée à Amsterdam, une société donc néerlandaise avec une capitalisation de 23 milliards de dollars, donc beaucoup plus petite qu'ASML. Elle est dans l'industrie des semi-conducteurs et tout comme ASML dans la sous-industrie des équipements et matériaux pour semi-conducteurs. Elle est donc éligible au PEA et elle verse un dividende. Et vous pouvez voir également une belle performance du cours de bourse sur les 5 dernières années puisqu'on a un CAGR de 33% par an, ce qui est vraiment magnifique et quasiment le double du S&P 500. Donc cette analyse va être découpée en 4 étapes. Premièrement, nous verrons l'analyse quantitative d'ASM, puis nous ferons son analyse fondamentale, ensuite la valorisation de l'action et je vous donnerai mon prix juste pour ASM et pour savoir si c'est le bon moment ou pas de se positionner dessus. Et enfin, nous ferons une conclusion. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ou une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'investir. C'est très important. Donc, l'analyse quantitative, elle se découpe en 10 étapes. Nous allons aborder les 3 premières dans cette vidéo et si vous voulez retrouver l'intégralité de l'analyse, elle sera disponible dans l'application IQ Invest. D'ailleurs, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez la retrouver. Donc là, on est sur la fiche d'ASM International. Vous avez résumé tout analyse, elle va se retrouver ici. Si on va sur une entreprise pour laquelle j'ai déjà fait l'analyse, donc en l'occurrence Texas Pacific, on va enlever le filtre PEA bien évidemment et on va aller sur Texas Pacific. Vous allez voir dans analyse, on retrouve ici mon analyse, donc la Berkshire Hathaway du Permien, si vous avez suivi l'analyse que j'ai sortie la semaine dernière, et vous avez toute l'analyse complète avec toute l'analyse quantitative, donc les 10 points, l'analyse fondamentale, les 10 points, etc. Donc vous avez pas mal de lectures ainsi que ma valorisation du prix et ma conclusion. Donc je vous invite à aller voir l'analyse intégrale d'ASM International si elle vous intéresse. Et bien sûr, vous avez le lien pour accéder à l'application dans la description, app.iq-invest.fr. Donc revenons au vif du sujet. Premier point, est-ce que la note quantitative de l'entreprise est bonne? Ici, on va regarder la note qui est calculée automatiquement par l'application IQ Invest et elle est de 16 sur 20. Comme vous pouvez le voir ici, on a seulement les retours sur capitaux qui sont dans le orange. Donc vert, ça veut dire qu'il y a 1 point attribué, orange 0,5 points et rouge pas de points et en fait on additionne tout simplement les 20 critères pour obtenir la note sur 20. Ça c'est une note extrêmement pratique qui permet dans le screener de filtrer toutes les entreprises, il y en a plus de 49 000 et de savoir lesquelles sont les plus qualitatives en un clic. Donc ensuite on perd également quelques points au niveau de la marge nette et du pourcentage de capex et au niveau des années d'augmentation de dividendes, mais ça j'ai envie de dire c'est un détail. Donc globalement magnifique profil quantitatif. Deuxième point, est-ce qu'elle a eu une bonne croissance par le passé? Ici on peut regarder les différents CAGR, notamment le chiffre d'affaires, donc on a plus 17,96% sur 5 ans. Les EPS, on a plus 15,97% sur 5 ans. Les free cash flow par action, plus 7,75% sur 5 ans. Donc si on regarde les revenus, on a une belle linéarité avec très peu d'années de baisse. On a eu 2016, 2020 et globalement c'est à peu près tout. Tout le reste, ce sont des années en augmentation. Au niveau des bénéfices par action, par contre, vous voyez que c'est un petit peu plus mitigé et un petit peu plus cyclique, notamment avec des baisses en 2018, 2020 et 2022. Mais au niveau des EPS, on a un fort impact de la part des dépenses en R&D et de la part des dépenses générales et administration. Et au niveau des free cash flow par action, vous voyez que là, on est carrément en dents de scie ici et qu'on a une belle croissance seulement depuis 2020. Mais les free cash flow sont fortement impactés par les capex et en 2020, comme vous allez le voir, on a eu une augmentation des capex. Donc forcément, ça a impacté les free cash flow à la baisse. Donc malheureusement, on n'a pas une croissance des EPS qui est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires et on n'a pas non plus une croissance des free cash flow par action qui est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça, en général, ça veut tout simplement dire que les marges de l'entreprise s'améliorent. Cependant, on a quand même eu une belle croissance et on a des free cash flow par action qui sont impactés par les
CAPEX. Troisième point donc, à quel point l'entreprise est rentable. Ici, on peut regarder les marges. On a des marges magnifiques avec une marge brute de 51,27%, une marge opérationnelle de 29,27%, une marge nette de 16,16%, une marge free cash flow de 23,12% et une croissance des marges positive. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme vous pouvez le voir ici, la marge brute est en augmentation. Elle est passée d'à peu près 41 à 45%. Comme vous pouvez le voir ici, on a plutôt une tendance haussière au niveau des marges, que ce soit pour la marge brute, pour la marge opérationnelle, mais également pour la marge free cash flow. Donc ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. Par contre, on voit clairement une marge nette qui est en diminution. Donc ce qui explique que la croissance des EPS soit inférieure à la croissance du chiffre d'affaires, tout simplement puisqu'on a une marge nette qui est négativement impactée. Donc on a des belles marges en progression sur le long terme, ce qui est un signal positif fort. Attention cependant à la marge nette. Si on récap sur l'analyse quantitative, donc moi j'ai 34 critères en tout que vous retrouverez sur l'application dans l'analyse si vous voulez tous les voir. On a une note de 26 sur 34, donc on se situe dans la catégorie des entreprises exceptionnelles. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Si on passe maintenant à l'analyse fondamentale, pareil, elle est découpée en 10 étapes, en 10 questions, et on va seulement aborder les 3 ici, puisque sinon ça serait beaucoup trop long. Donc, première étape, comment s'est créée l'entreprise? Donc elle a été fondée en 1968, donc ASM, ça veut dire Advanced Semiconductor Materials. Donc ça a été fondé aux Pays-Bas par Arthur Del Prado, qui est le fondateur et qui est resté CEO jusqu'en 2008. Dans les années 70, on a eu le début de la production de fours de dépôt aux Pays-Bas, la création d'ASM PT à Hong Kong, qui est spécialisé dans l'assemblage et l'emballage de semi-conducteurs, et des fondations de filiales à l'étranger, notamment ASM America et ASM Japan. Dans le milieu des années 80, il y a eu une partenariat ou une joint venture avec Philips pour développer la technologie de lithographie, donc à l'origine de la société qui deviendra ASML plus tard, et ils ont vendu leur participation dans ASML en 1988. Donc grosse erreur stratégique selon moi, puisque vous connaissez tous la valeur d'ASML aujourd'hui, elle a explosé. Donc dans les années 90-2000, ASM concentre ses efforts sur les méthodes de dépôt, donc ce qu'on appelle la deposition, et notamment sur l'atomic layer deposition, donc on va revenir sur ce que ça veut dire plus tard. Elle fait également les acquisitions d'ASM Microchemistry en 99, d'ASM Genitech Korea en 2004, et en 2007, ils lancent leur outil Pulsar ALD, qui est le premier utilisé en fabrication de masse pour des dispositifs intégrant un matériau diélectrique à haute constante, donc hafnium-based High-K Gate dielectric. Alors je ne saurais pas exactement vous expliquer ce que ça veut dire, ce qui est un tournant technologique à l'époque. Ensuite, dans les années 2010-2020, en 2013, ASM se sépare de la majorité de sa participation dans ASM PT, mais conserve une part minoritaire, et elle bénéficie d'une forte croissance dans le marché de l'épitaxie, donc qu'on va appeler EPI au cours de cette période. En 2022, elle fait l'acquisition de LPE, qui est une entreprise italienne spécialisée dans l'épitaxie du carbure de silicium, un marché donc en pleine expansion grâce à la demande liée aux véhicules électriques. Et en 2024 a eu lieu la nomination de Hichem Msad au poste de CEO, donc c'était l'ancien CTO, donc Chief Technology Officer de ASM. Et vous pouvez voir ici une photo donc du fondateur Arthur Del Prado, le créateur d'ASM en 1968. Et ici, pour chaque étape de l'analyse fondamentale, on répond à des questions, et ici donc la question est: est-ce qu'elle a eu une histoire marquante / mythique? On peut penser à des entreprises comme Hermès, LVMH, Apple, etc. Ici, j'ai mis moyen. Pourquoi? Puisqu'on a plus de 60 ans d'historique. Elle a été fondée en 1968 par Arthur Del Prado, pionnier du dépôt de couches minces et à l'origine de la création d'ASML également. Donc l'histoire est moins mythique qu'un Apple ou un Hermès qui ont des histoires plus marquantes et plus grand public, mais elle reste celle d'une fondation visionnaire dans un secteur critique. Deuxième point donc, est-ce que je comprends le business model de l'entreprise? Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Donc ASM est un fournisseur d'équipements de dépôt, donc deposition, pour la fabrication de semi-conducteurs, donc l'industrie des wafer fab equipment, donc wafer fabrication equipment, donc des équipements qui aident à la fabrication des semi-conducteurs. L'entreprise est spécialisée dans les technologies de dépôt, puisque la fabrication d'un semi-conducteur consiste à construire des dizaines de couches nanométriques avec des isolants, des conducteurs et des semi-conducteurs sur un wafer de silicium. Donc chaque couche doit être uniforme avec une épaisseur contrôlée à l'angstrom. Alors je ne savais pas ce que c'était, je suis allé faire ma recherche. C'est 1/10 millième de micron, donc c'est très petit. Elle est également sélective, donc chaque couche doit s'appliquer uniquement où c'est nécessaire et sans défaut, car le moindre défaut peut rendre le transistor inutilisable. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote d'un des abonnés qui nous avait rejoint à la rencontre abonné Focus Fondamental, donc vendredi dernier, qui nous a dit par exemple qu'il a grandi à Grenoble et qu'il connaît très bien les usines de ST Microelectronics en France, et qu'ils avaient eu un partenariat avec Intel, je crois que c'était Intel, et qu'il s'était rendu compte qu'il y avait certaines puces pour les iPhones qui avaient été défectueuses sur toute une série,
et en fait il s'était rendu compte après coup que c'était à cause d'un champ de vaches qui rejetait donc du méthane dans l'atmosphère, et le méthane venait donc perturber la gravure des semi-conducteurs. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de la précision qu'il faut pour graver des semi-conducteurs, et quelle que soit l'étape, que ce soit au niveau de la lithographie ou au niveau de la déposition comme on va le voir ici, ce sont des processus qui sont nanométriques, donc avec une précision quasiment atomique, voire même atomique. Donc ce sont des process extrêmement sensibles et extrêmement complexes. Donc ici je vous ai mis un petit schéma et vous voyez les différentes étapes de fabrication d'un semi-conducteur. Donc en fait le cycle est répété plusieurs fois, donc 40 à 100 fois. Donc on polit la galette de silicium, on dépose des produits dessus, on applique des films photorésistants, ensuite on vient avec de la lumière EUV graver, donc créer un pattern en fait sur la galette de silicium, puis ensuite le pattern est développé à travers du etching et du heating, donc on va chauffer la galette. Ensuite on peut y implanter des ions, donc pour améliorer la conductivité par exemple. Le film photorésistant est ensuite enlevé, puis ensuite le wafer reproduit le cycle 40 à 100 fois, voire même plus de fois parfois, et ensuite donc les puces sont découpées du wafer et elles sont ensuite passées en test, donc avec les fameux outils de CLA par exemple qui servent à faire la métrologie et l'inspection une fois les puces terminées. Ici vous avez l'écosystème des semi-conducteurs, vous commencez à connaître ce schéma. Donc ici on se situe ici dans la catégorie Equipment aux côtés de CLA, ASML, Tokyo Electron, Applied Materials et Lam Research, et je vous ai mis ici un schéma qui représente donc les parts de marché de chaque entreprise dans leur domaine. Donc vous voyez qu'on est ici dans la déposition et que ASM possède une petite part de marché globale dans la déposition puisque c'est Applied Materials le leader. Vous pouvez voir qu'ils sont leaders d'ailleurs sur la déposition, sur le thinning in CMP et sur les ions implanters, et vous pouvez voir que ASML elle est leader sur la lithographie. Personnellement ce sont les deux entreprises que j'ai déjà en portefeuille, à savoir Applied Materials et ASML. Donc si on résume le process, le dépôt intervient après la lithographie et l'etching pour former des couches minces qui constituent les transistors et des interconnexions. Donc au niveau de la déposition c'est surtout ASM et AMAT qui gèrent le process. Au niveau de la lithographie ASML, au niveau de la gravure donc du etching c'est Lam Research et AMAT. Au niveau de l'implantation ionique et du dopage ça va être AMAT également, et au niveau du nettoyage et de la planarisation c'est également AMAT. Donc ces étapes forment un cycle complet qui est répété 40 à 100 fois pour construire l'ensemble des couches d'un transistor moderne. Donc ici vous pouvez voir à quoi ressemblent les machines d'ASM. Donc il y a plusieurs gammes de machines et globalement les clients principaux sont les foundries et les fabricants de puces avancées. Donc vous commencez à les connaître, on parle de TSMC, Samsung et Intel. Donc ASM est également présente sur les nœuds de pointe, donc les nœuds 2 nanomètres, les GAFET et la DRAM HBM qui sont portés par des tendances séculaires comme l'IA, le cloud, la 5G ou encore l'automobile électrique. Ici on a deux questions liées au business model. Donc la première, est-ce que les revenus sont récurrents / prévisibles? Ici on cherche donc des abonnements, des contrats long terme ou pluriannuels, et ici j'ai mis moyen puisque la part de revenus récurrents reste faible, moins de 20% des ventes comme vous allez le voir, mais ASM bénéficie de contrats stables avec ses clients, ce qui lui apporte une certaine visibilité. Deuxième question, donc est-ce que l'entreprise contrôle sa chaîne de valeur / sa chaîne d'approvisionnement? Donc pas de dépendance à un constructeur ou une entreprise spécifique, un produit spécifique et pas de dépendance à des contrats étatiques. Donc ici j'ai également mis moyen puisque l'entreprise contrôle sa chaîne d'approvisionnement mais reste fortement dépendante des majors, donc TSMC, Samsung et Intel pour l'écoulement de ses machines. Donc concrètement elle fait la majorité de ses ventes sur 3 clients. Et ensuite troisième point de notre analyse quantitative, où et comment l'entreprise gagne de l'argent. Donc au niveau de la segmentation des ventes, on a les ventes d'équipements qui représentent à peu près 85 à 80% du chiffre d'affaires. Donc là-dedans on retrouve l'ALD pour Atomic Layer Deposition, donc ça c'est le cœur de business. ASM détient plus de 55% de part de marché et en est le leader mondial. Donc le principe c'est un dépôt atome par atome. On a des précurseurs chimiques gazeux qui sont injectés séquentiellement et qui réagissent uniquement en surface, et chaque cycle ajoute une monocouche atomique. Au niveau des usages, on est sur les couches diélectriques haute K pour les transistors et les couches de métaux barrières et conducteurs dans les interconnexions. Résultat, ça produit des films ultra uniformes, même sur des structures très complexes en 3D, et c'est une technologie d'avenir puisque avec la miniaturisation, donc FinFET, GAFET, les structures deviennent 3D et très étroites, et les procédés classiques, donc CVD, PVD, ne couvrent pas correctement ces recoins, donc l'ALD devient de plus en plus indispensable. Je vous ai remis ici le schéma qu'avait fait ASML, donc qui concerne les futures architectures des puces. Donc vous voyez qu'on est actuellement au niveau du nanosheet et qu'on se dirige ensuite vers le CFET. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, au lieu d'essayer de toujours réduire la taille des puces, eh bien on va tout simplement essayer de stacker les transistors les uns sur les autres pour améliorer la densité de semi-conducteurs au sein d'une même
puce. Ensuite, on a l'épitaxie du silicium, donc qui est également en forte croissance et qui est un complément naturel à l'ALD, donc ils ont à peu près 16% de part de marché ici. Donc grosso modo, ça permet de créer des zones dopées avec une précision atomique et c'est essentiel pour la performance des transistors haute fréquence et haute tension. Ensuite, on a le PECVD, donc le Plasma Enhanced CVD. Donc ici, c'est une forme de CVD où l'on utilise un plasma pour activer la réaction chimique et globalement, c'est une technologie mature, elle est moins précise que l'ALD mais plus rapide et elle est utilisée quand l'exigence atomique n'est pas nécessaire, elle est complémentaire à l'ALD. Ensuite, on a les fours verticaux. Donc ici, ce sont des grands réacteurs verticaux où plusieurs wafers sont traités en parallèle. C'est également une technologie plus mature, donc le coût est plus faible par wafer et c'est utile pour les couches moins critiques ou les nœuds plus matures, donc plus larges généralement. Et ensuite, on a le SiC EPI pour les semi-conducteurs de puissance. Donc c'est similaire à l'épitaxie silicium mais avec du carbure de silicium, donc SiC. Et c'est également une technologie d'avenir puisque le SiC supporte des tensions élevées et dissipe mieux la chaleur et réduit les pertes d'énergie. Donc on a notamment une forte croissance pour les constructeurs automobiles qui basculent vers le site, notamment Tesla, BYD, etc. Donc pour résumer, la vente de machines, 85 à 80% du chiffre d'affaires. L'ALD, c'est à peu près 55% du chiffre d'affaires, donc c'est le cœur du business et ASM est le leader mondial. L'épitaxie, donc SI EPI plus SiC EPI, donc avec le carbure de silicium, c'est à peu près 15 à 20% du chiffre d'affaires. C'est un segment en forte croissance, notamment grâce au SiC, donc les véhicules électriques et l'énergie. Le PECVD, donc le Plasma Enhanced CVD, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires. C'est notamment utilisé pour les couches isolantes. Et ensuite, on a les fours verticaux, donc 10 à 15% du chiffre d'affaires. Ici, c'est du dépôt en masse et des couches épaisses sur des nœuds plus matures. Ensuite, on a également le segment Spares and Services, donc 15 à 20% du chiffre d'affaires qui est en forte croissance. Et ici, c'est tout ce qui concerne la maintenance, la mise à jour et l'optimisation des machines. Et c'est une source de revenus récurrent et plus stable à long terme. Et au niveau géographique, on est extrêmement exposé à l'Asie, donc 72,8% des ventes. Donc ici, les clients, vous les connaissez, c'est TSMC à Taïwan, Samsung en Corée et SMIC en Chine. Aux États-Unis, on a 21,43%, donc ici, c'est surtout Intel et peut-être un petit peu de Texas Instruments. Et on a également 5,77% en Europe, on imagine de la part de ST Microelectronics notamment. Et ici, deux questions également. La première, donc, est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de produits? Donc pas de concentration sur de gros clients et pas de dépendance à un produit clé. Donc j'ai mis moyen puisque les revenus d'ASM dépendent fortement des machines de dépôt et en particulier de l'ALD qui représente plus de 50% de son chiffre d'affaires, même si l'entreprise reste diversifiée au sein de ce segment en termes de technologie. Et ensuite, est-ce que les revenus de l'entreprise sont diversifiés en termes de géographie? Donc bien évidemment ici c'est non puisque ASM dépend fortement de l'Asie qui représente plus de 72% de son chiffre d'affaires. Donc pour récapituler sur l'analyse fondamentale, on obtient une note de 12 sur 20, donc basée sur les 20 questions qui sont liées à cette analyse fondamentale. Si vous voulez toutes les retrouver, je vous redonne rendez-vous dans l'application IQ Invest. Donc on se situe sur le milieu de gamme ici entre 10 et 15, donc c'est une entreprise intéressante mais qui ne paraît pas exceptionnelle sur le papier. Et enfin, on va pouvoir passer à la valorisation de l'action et on va voir les deux premières questions. Et juste avant de se retrouver dans l'application IQ Invest pour la valorisation, petite parenthèse, j'ai sorti il y a 2 semaines mon premier livre qui s'intitule La crise financière française de 1789 à 1799, la folie française. Donc c'est une traduction d'un ouvrage américain sorti en 1876 aux États-Unis et écrit par Andrew D. White qui s'appelle à la base Fiat Money Inflation in France. Donc c'est disponible sur Amazon, je vous mets le lien en description. Je vous dis pas plus de quoi ça parle, mais c'est vachement intéressant, notamment il y a pas mal de parallèles à faire avec le contexte politique actuel et vous allez voir que les mêmes erreurs économiques ont l'air de se répéter sans cesse. Donc une magnifique leçon d'histoire que je vous recommande de lire si vous êtes passionné d'histoire ou d'économie, ça marche dans les deux sens. Et également pour ceux qui commandent le livre et qui laisseront un avis sur Amazon, donc un avis positif je l'espère, vous pouvez gagner 1 mois gratuit à l'application IQ Invest. Pour ça, vous m'envoyez la photo de votre livre, le screenshot de votre avis sur Amazon et je vous offrirai 1 mois gratuit sur l'application. C'est une manière de vous remercier puisque c'est donnant-donnant. Écrire un avis, ça prend également du temps. Donc maintenant, on se retrouve dans l'application IQ Invest pour voir donc ASM International. On va aller dans l'onglet valorisation. J'ai choisi d'utiliser les free cash flow par action tout simplement puisque sur les dernières années, notamment depuis 2021, ils sont beaucoup plus linéaires que les EPS. Comme vous pouvez le voir, les EPS, on est plutôt en dents de scie. Donc c'est plus simple ici de projeter les free cash flow par action. J'ai choisi une croissance de 14% par an, tout simplement puisque si on va dans l'onglet quantitatif et qu'on
se met sur les free cash flow par action, on peut voir qu'on a 24% par an sur les 10 dernières années, 7% par an sur les 5 dernières années, mais c'est fortement impacté par l'année 2020, et on a 32% sur les 3 dernières années et 27% sur la dernière année. Donc des taux de croissance magnifiques. Cependant, on a seulement 13% de croissance des EPS prévus et 12% de croissance des OCF, donc des operating cash flow prévus. Donc personnellement, je préfère un petit peu couper la poire en deux et mettre 14 de croissance estimée, donc 14% par an sur les 5 prochaines années. Et j'ai choisi un multiple final estimé, donc le price to free cash flow final de 30 qui correspond à peu près au niveau actuel. Et sans trop rentrer dans les détails, si on regarde sur 5 ans, c'est un niveau assez bas en fait sur 5 ans, puisqu'on a une médiane à 56 et sur 10 ans, on a également une médiane à 56. Donc 30, c'est un niveau assez bas, c'est un niveau qui est loin de la médiane historique, qui est inférieur à la médiane historique. Donc ça me paraît suffisamment conservateur. Donc 14% de croissance par an, 30 de multiple final, le tout pour un rendement cible de 12% par an. On obtient un prix juste de 516 €. Aujourd'hui, l'entreprise est à 499 €. Donc on est quasiment au prix juste, quasiment à la fair value, avec 12,74% de rendement par an et une marge de sécurité positive de 3%. Vous pouvez voir également que le prix juste moyen de la communauté, donc qui est basé sur 55 évaluations de la part de la communauté, est de 358 €. Donc pour la valorisation, un rendement au prix actuel de 13% par an, une marge de sécurité de 4,51%, une différence avec le price to free cash flow, la médiane donc de 45%. D'ailleurs, si vous voyez une différence ici entre le rendement estimé et la marge de sécurité par rapport à ce que je vous ai montré juste avant dans l'app, c'est normal, c'est parce que j'ai fait la présentation quelques heures avant et le prix a bougé entre temps. Donc on a également une régression linéaire à 10 ans qui est de 752 €. Donc ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas la régression linéaire, vous la retrouverez dans l'application, dans l'encart de prix. Ici, vous cliquez sur ce petit bouton et ça vous affiche les droites de régression, donc avec les écarts types positifs et négatifs et la régression linéaire du prix qui vous indique en fait techniquement le niveau théorique auquel devrait être le prix. Vous voyez qu'on est à 619 € sur 5 ans, sur 10 ans on est donc à 752 € et sur 20 ans on paraît surévalué puisque sur 20 ans on est à 352 €. Donc ça vous donne des indications si l'entreprise se situe plutôt dans une zone de survalorisation ou de sous-valorisation par rapport tout simplement à la linéarité de son prix et à où il devrait se situer théoriquement. Donc pour conclure, on a une note d'analyse quantitative de 26 sur 34, une note d'analyse fondamentale de 12 sur 20 et un rendement au prix actuel de 13,03% par an, à condition bien sûr que l'entreprise reste en dessous des 500 €. Donc ASM est une superbe entreprise des semi-conducteurs et en plus elle est éligible au PEA. Elle n'est pas concurrente directe d'ASML et les deux peuvent tout à fait coexister dans un portefeuille, même si leur cours de bourse et leur croissance restent fortement corrélés puisque les deux entreprises en fait ont les mêmes clients, TSMC, Samsung et Intel. Donc si ces trois clients investissent dans leur capex, c'est bon pour les deux. S'ils n'investissent pas, c'est mauvais pour les deux. L'action rejoint donc ma watchlist et elle paraît aujourd'hui sous-évaluée. Donc la logique voudrait que j'ouvre une position, mais pour l'instant je préfère patienter, tout simplement puisque j'ai déjà deux entreprises des WFE, à savoir ASML et Applied Materials, et cette dernière est un concurrent pour le coup direct d'ASM. Donc je vais surveiller ASM, je vais regarder où est-ce qu'elle va, mais pour le moment je décide de ne pas prendre de position et je vous ai mis ici un petit schéma récap en fait de l'arbre de décision de l'analyse. Donc globalement vous faites l'analyse quantitative puis l'analyse fondamentale et si les deux sont validés, vous pouvez passer à la valorisation de l'action, donc à savoir au calcul de prix juste pour savoir si l'entreprise est sur ou sous-évaluée par le marché. Si elle est sous-évaluée, vous pouvez passer à l'achat et intégrer l'entreprise à votre portefeuille, et si elle est surévaluée, eh bien vous l'ajoutez à votre watchlist, vous la surveillez et potentiellement vous pourrez ouvrir une position plus tard quand elle devient sous-évaluée. Donc ça permet d'avoir un arbre de décision clair quand on analyse une action et quand on fait du stock picking. Donc voilà, cette analyse est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne IQ Invest si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment au podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'ASM. Est-ce que c'est une entreprise qui vous intéresse ou pas? N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu sous la vidéo, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.